Donc nous poursuivons nos travaux cet après-midi en recevant des journalistes qui ont contribué à faire avancer le débat sur le sujet des violences dans le secteur de la culture. Madame Laure Adler, vous êtes journaliste, historienne et philosophe. Vous avez officié à la télévision et à la radio, notamment sur le service public et à France Culture. Et vous avez été aussi membre du jury du CNC, sur lequel peut-être on échangera aussi un peu. Madame Constance Villanova, vous êtes journaliste indépendante et l'auteur de Vivre pour les caméras, qui montre comment la télé-réalité a banalisé, voire valorisé les violences sexistes et sexuelles. Madame Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au Monde et êtes la co-autrice d'une affaire très française, une enquête consacrée à l'affaire Depardieu. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs, les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant notamment. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette commission pour recueillir le fruit de vos réflexions et investigations, notamment en ce qui concerne les mécanismes à l'œuvre dans le secteur de la culture. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite, à allumer votre micro et à dire « je le jure ». Merci. Moi aussi, je le jure. Merci. Alors, une petite précision, c'est que les micros ici sont faits pour apaiser les débats, donc ils ne peuvent pas s'allumer ensemble, de sorte qu'une seule personne peut parler, ce qui perturbe beaucoup le monde audiovisuel et cinématographique que nous auditionnons. Je voudrais dire en préalable, avant de vous laisser la parole, que nous allons auditionner aussi Mediapart, qui a aussi évidemment été un des acteurs importants, mais que ce sera lors d'une autre audition. Peut-être puis-je vous laisser la parole en préambule pour nous dire un peu comment vous avez travaillé sur ces sujets, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, comment vous avez travaillé, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, et peut-être aussi, non pas les témoignages, mais en fait ce que disaient ces témoignages de l'état de l'audiovisuel et du cinéma en matière de violences sexistes et sexuelles. Je peux parler en tant que très vieille dame, parce que j'ai commencé très jeune dans le service public. J'ai aujourd'hui 74 ans et j'ai commencé à l'âge de 18 ans, par hasard, à travailler dans le service public à Radio France et dans une chaîne qui s'appelle France Culture. Ce que je peux dire en préambule, c'est que les violences sexuelles, c'était le lot quotidien. Quand on arrivait à la radio et qu'on était débutante, c'était quelque chose qui était accepté. Et je dois dire, à ma grande honte, mais je vous dois la vérité, que c'était accepté aussi par nous les filles. Alors que, au même moment, je m'éveillais au féminisme, j'étais adhérente du mouvement de libération des femmes, j'allais aux réunions tout le temps, j'allais tous les dimanches militer. Mais ces deux appellations, ces deux manières de vivre cohabitaient à l'intérieur de moi. Et je n'étais pas la seule. Et pourquoi ? J'ai essayé de réfléchir là-dessus. Maintenant que Radio France a fait beaucoup de progrès, même si les progrès ne sont pas encore terminés, c'est parce que la honte nous animait et que il était extrêmement difficile, voire quasi impossible pour moi et aussi pour certaines de mes amies IES, de dire qu'on subissait des agressions sexuelles très souvent. Parce que, et ça c'est bien connu dans l'argumentation qu'on entend à loisir, c'est que quand on reçoit ou quand on subit une agression en raison de son sexe, c'est parce qu'on l'a bien voulu, c'est parce qu'on l'a peut-être même, on l'a cherché. Donc on essaye de s'habiller autrement, on essaye de parler autrement, on essaye de s'effacer complètement. Nous avions développé, j'emploie le « nous » parce que j'étais pas toute seule à l'époque, nous avions développé des tas de stratégies pour pouvoir éviter
c'était d'ailleurs très difficile de les éviter, ces violences sexuelles. Ces violences sexuelles sont allées jusqu'au point, en tout cas en ce qui me concerne, que l'émission dans laquelle j'étais d'abord collaboratrice, puis ensuite lectrice de fiches, parce que j'ai commencé au niveau le plus bas, et évidemment au niveau le plus bas, j'ai eu le plus d'agressions, et plus je montais dans les échelons, moins j'en avais, forcé de le constater, puisque je suis rentrée comme sténodactylo et je suis arrivée au statut de directrice. Au statut de directrice, j'ai subi beaucoup de violences, mais pas des violences sexuelles. Donc ça, c'est intéressant de le souligner. Mais j'ai quitté la radio à la suite d'un incident où mon producteur, qui était mon patron, après avoir suivi les différentes étapes et avoir eu intronisation suprême pour lui, c'est-à-dire l'accès au micro, il a tout essayé avec moi, et y compris de me déstabiliser en direct à la radio. Et très violemment, puisque j'avais 3 minutes pour ouvrir l'antenne, et en 3 minutes, j'ai la tendance, pourtant, même dans cette durée si contractée, j'ai toujours peur de me répéter, donc je n'écrivais pas mes papiers, mais je faisais une sorte de synthèse sur un petit bout de papier. Et voyant que je n'acceptais pas ces avances persistantes et de plus en plus violentes, il a décidé de m'attaquer sur le plan professionnel. Et donc, il a, avec son coude, fait glisser ce papier pour me faire perdre tous mes moyens. Et à partir de ce moment-là, je suis partie de la radio, je n'ai rien dit à personne, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré toute la soirée, la journée du lendemain, j'ai décidé de quitter Radio France. Vous voyez à quel point la honte était intégrée. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a eu beaucoup de violence à l'intérieur de Radio France, et notamment dans la chaîne de France Inter, dans laquelle j'ai travaillé pendant très longtemps et dans laquelle je travaille toujours encore en ce moment, même si je n'y suis plus de manière quotidienne. Et force est de constater que la présidence de Radio France, il y a maintenant 5 ans, à la suite de scandales répétés de producteurs ou de personnes journalistes de la rédaction qui exerçaient leur violence sexuelle envers des filles généralement qui venaient d'arriver à la maison de la radio, qui n'avaient pas beaucoup de diplômes, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, etc., mais qui parlaient. Donc vive le mouvement féministe, parce qu'il nous a permis une solidarité et une possibilité d'expression. Maintenant, à tous les étages, vous avez une personne qui est qualifiée pour écouter les violences sexuelles dont sont l'objet les collaboratrices. Ça ne suffit pas, parce que le silence continue, et personnellement, j'ai encore des confidences que je vais confier en tant que médiatrice aux personnes qui, pour le moment, sont en charge de responsabilité de la part de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais je dirais que beaucoup de choses ont été faites, mais que la honte qui couvre les personnes qui sont l'objet de ces violences sexuelles, elle persiste encore à l'intérieur des jeunes générations avec qui j'ai la chance de pouvoir encore beaucoup échanger. Je vous remercie. Madame Baquet. Alors, je vais pas parler de mon cas personnel, parce que comme toutes les femmes, j'ai connu les violences sexuelles, mais moi, j'ai eu une vieille journaliste qui m'a accueillie quand j'ai débuté avec ce très bon conseil que j'ai appliqué consciencieusement, qui m'a dit, à chaque fois que tu te feras emmerder par un type, c'était pas tellement dans le milieu de la presse écrite, mais c'était à l'extérieur, dans le milieu politique beaucoup, tu leur diras, ça ferait un excellent papier dans le journal. Ce que j'ai fait consciencieusement, et je peux vous dire que c'est comme une douche froide sur les ardeurs les plus virulentes. Donc voilà. En revanche, je reviens à votre sujet, qui est le milieu du cinéma, sur lequel j'ai enquêté. J'ai enquêté sur ces sujets dans plein d'autres milieux, et évidemment, on le sait bien, les violences sexuelles, d'ailleurs, obéissent presque toujours au même principe, qui est le pouvoir sur quelqu'un qui n'en a pas. C'est quand même d'abord ça. Dans le milieu du cinéma, ce qui frappe, c'est justement un milieu incroyablement hiérarchisé, où les rapports de pouvoir sont très visibles. Il y a les stars, les réalisateurs, et puis en dessous, des gens qui sont précaires. Et un nombre
très important de petites mains, qui sont souvent des intermittents du spectacle. C'est vrai que ce sont souvent d'abord des femmes, et souvent elles qui sont des victimes. Parce que justement, on ne s'attaque pas à Catherine Deneuve, mais on s'attaque à des femmes qui sont des maquilleuses, des habilleuses ou des figurantes ou des petits rôles et qui évidemment peuvent être écartés du jour au lendemain. Ce qui m'a intéressé dans le cas de Gérard Depardieu, c'est que évidemment on avait face à nous d'abord l'acteur français le plus connu à l'étranger, un acteur extraordinairement admiré, un grand acteur. Et ça compte beaucoup. C'est-à-dire qu'il était à la fois très puissant, je parle au passé parce qu'aujourd'hui sa carrière est derrière lui, mais il était à la fois très puissant, sur son nom pouvaient se monter évidemment des films, et très admiré. Je pense que l'admiration est un élément très important. Et on a un homme qui ne s'est jamais caché. Il y a, parce que je voyais que dans vos questions, est-ce que les équipes étaient au courant? Mais pas seulement les équipes. La France entière. On a retrouvé des tas de reportages qui sont diffusés au journal de 20h où on voit Gérard Depardieu distribuer des mains aux fesses, tenir ses propos graveleux. Et je ne parle pas des récentes images diffusées par complément d'enquête. Des images qui datent des années 80, au moment où il est au fait de sa gloire. Et il peut être les deux, c'est-à-dire qu'il peut jouer la mort de Cyrano et vous faire pleurer d'émotion. Et dans la minute où la caméra est éteinte, il peut effectivement mettre sa main dans la culotte de la maquilleuse. C'est ce qu'il a fait quasi systématiquement. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'il a pu le faire? Et je pense que l'admiration qu'il suscitait est un des éléments très importants, en plus de son pouvoir. S'il avait été un acteur médiocre, il aurait été viré des tournages, parce que son comportement était insupportable. Mais comme tout le monde trouvait qu'il était extraordinaire, ce qu'il était, eh bien, on fermait les yeux. Or, c'est vrai qu'il a rendu complice des équipes entières, parce qu'il s'est rarement caché. Et ça m'a intéressé évidemment comme mécanisme, parce que c'est un homme qui, au contraire, a fait de la conjugaison entre la plus grande poésie et la plus ignoble obscénité sa marque de fabrique. Il l'a fait tout le temps. Il peut vous dire un très beau poème et vous dire quelque chose d'ignoble derrière. Et il en rit. Et il fait rire le public. Alors le public, c'était généralement les équipes de tournage. Mais tout le monde riait et donc tout le monde était complice. C'est ça qui nous a frappé avec Samuel Blumenfeld quand on a enquêté. C'est que, au fond, personne ne parlait parce que tout le monde avait été complice. Bon an, mal an, personne n'avait été vraiment choqué. Tout le monde considérait qu'il était rabelaisien, qu'il était tellement drôle, que c'était ça, Depardieu, que ça allait avec son talent. Donc ça, évidemment, ce comportement-là, je ne crois pas qu'il puisse encore exister aujourd'hui. Et d'ailleurs, même il y a encore 10 ans, toutes les grandes stars ne se comportaient pas comme ça, tout de même. Il y a une caractéristique très spécifique à Depardieu. Il y a aussi l'effet de l'alcool qu'on ne peut pas négliger. Il est très souvent ivre sur les tournages. Donc, ce n'est pas une excuse, c'est même souvent un facteur aggravant, mais c'est un fait. En tout cas, il est très souvent ivre sur les tournages. Donc, c'est vrai que toute une partie du cinéma a accepté ça. Pas tout le monde, parce que il suffit qu'il y ait un cinéaste un peu solide, qui tient ses équipes, pour que Gérard Depardieu ne se comporte pas comme ça. Donc avec Claude Sautet, il ne s'est jamais comporté comme ça. Avec Jean-Paul Rapneau, jamais comporté comme ça. Donc, des metteurs en scène qui tiennent leur tournage, qui tiennent les équipes, qui installent aussi une forme de respect dû à tout le monde, eh bien, ça s'impose, y compris à la star. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui vraiment a un comportement inadmissible, et c'est le cas de Depardieu. Il peut aussi lui-même se plier à l'autorité de quelqu'un qui est le metteur en scène. Et pourtant, très souvent, il peut contester ou en tout cas doubler cette autorité par ailleurs, c'est-à-dire dire comment il faut positionner la caméra, dire comment un tel ou un tel doit jouer. Donc il peut rivaliser sur la compétence du réalisateur, mais il se plie à son autorité, en tout cas quand celui-ci en a une.
Donc ça, je pense que c'est assez visible. Mais l'extraordinairement hiérarchie du milieu explique quand même beaucoup de comportements dans le milieu. Et on le voit bien, c'est un milieu aussi, je parle en général, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais on le voit bien, qui tient des discours très, très progressistes aux tribunes des festivals, et puis qui, par ailleurs, a des comportements qui ne le sont pas du tout lors des tournages. Donc, il y a une contradiction évidente chez beaucoup de gens du cinéma, et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les affaires qui sortent heurtent de plein fouet des comportements qui ne paraissaient pas choquants il y a encore moins d'une dizaine d'années. Merci, Madame Constance Villanova. Allez-y, je vous en prie, pour moi j'ai des notes. la télé-réalité. Allez-y. Donc moi je suis journaliste indépendante et je travaille depuis 2021 sur le sujet de la télé-réalité. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai grandi avec, j'ai été ado dans les années 2000 et parce que je me suis rendu compte en tant que journaliste que la télé-réalité avait été un angle mort médiatique pendant 20 ans. Donc j'imagine que vous n'êtes pas tous férus des anges de la télé-réalité, donc je vais vous faire un petit historique pour mieux comprendre tout ça. Donc en 2001, le Loft débarque sur M6, c'est un raz-de-marée, les audiences sont énormes. Et la presse s'emballe de Libération au Cahier du cinéma en passant par Le Figaro. Et puis après, plus rien. C'est-à-dire que pendant 20 ans, plus d'articles dans les médias institutionnels, disons. Les journalistes se sont complètement écartés de ce registre, peut-être parce qu'il était trop populaire. En tout cas, en parallèle, le phénomène il grossit. Donc, sur les chaînes de la TNT, vous allez avoir, à partir des années 2010, de plus en plus de télé-réalités qui visent les ados. Les boîtes de prod appellent ça des programmes after school, donc ils sont assez transparents. Donc des programmes diffusés à l'heure du goûter, qu'on appelle des programmes de vie collective et qui sont diffusés sur les chaînes de la télé-réalité. Donc c'est ceux-là, enfin c'est ceux que je regardais personnellement. et donc le concept il est simple, on a des bandes de jeunes qui vivent en communauté, qui sont filmés pas 24 heures sur 24. L'idée en deçà c'est de quand même de voir des couples se former, de voir des grosses disputes se faire. Et à partir de 2010, un phénomène se met en place. Il y a une professionnalisation des candidats. Être candidat devient un métier et on est face à une industrie énorme. C'est-à-dire que tous les jours, depuis 2010, à 17h30, de 17h30 à 19h, sur la TNT, vous avez un programme de télé-réalité. Selon l'ARCOM, en 2021, l'ensemble de la télé-réalité d'enfermement sur une période de 10 ans, c'est 17 113 heures d'images. Donc des images qui ont été complètement laissées à la presse à scandale, qui n'ont pas été analysées. Même dans le milieu universitaire, c'était très difficile de proposer une thèse ou un master sur ce registre-là. En 2017, donc en pleine vague MeToo, les candidats de télé-réalité ne sont pas pris en compte. Pourtant, elles ont parlé auparavant, mais elles n'ont pas été écoutées. Elles ont parlé sur leurs réseaux sociaux, elles ont parlé auprès de blogueurs, mais les médias ne se sont pas emparés de leurs paroles. Pourtant, elles racontent des tournages très, très, très violents, des climats de tournage où règne une culture du viol et où des prédateurs sont remis à l'écran parce que ce sont des candidats dits emblématiques qui fédèrent le public. Par ailleurs, la majorité des candidates, parce que je me suis surtout intéressée aux candidates, viennent de milieux très populaires. Elles ont quasi toutes vécu des violences intrafamiliales et ou sexuelles. Elles sont castées à peu près à 18 ans. Elles ont arrêté les études très tôt. Et donc, on leur fait miroiter une vie de paillettes, de l'argent facile. Et on leur propose de prendre l'ascenseur social. Et je pense qu'on en reparlera pendant les questions. Et comme je disais, oui, le dispositif même de ces émissions les met en danger parce que pour exister dans ces programmes face à ces candidats masculins toujours plus âgés d'ailleurs, parce que quand on est un homme en télé-réalité, on peut faire carrière jusqu'à 40 ans. Quand on est une femme, ça s'arrête à 25 ans. Il faut se mettre en couple. Donc les femmes se forcent à faire couple pendant ces émissions. Les hommes, eux, sont des donjons éternels qui ne peuvent pas réprimer leurs pulsions. Et puis, en parallèle à tout ça, ces jeunes femmes, à force de passer à l'écran, de se voir à l'image, elles vont modifier leur corps. La chirurgie esthétique, elle est partout et elle mène à des dérives incroyables qui ont été particulièrement décrites dans le Parisien. Donc il y a une banalisation auprès du public de la chirurgie.
Je vais juste vous dire il y a eu quelques faits de violence qui sont assez révélateurs pour qu'on se fasse une petite idée. En 2016, le CSA reçoit 2000 signalements pour une séquence diffusée par les Anges de la télé-réalité. On y voit une jeune femme qui s'appelle Aurélie Preston et un candidat, Ricardo Pinto, qui jette son matelas par la fenêtre après avoir uriné dessus, enfin du moins après lui avoir menacé d'uriner dessus, et lui dit je vais te faire vivre un enfer. En 2021 éclate l'affaire Ilan Castronovo. C'est un candidat emblématique, il a 13 émissions au compteur. Il est accusé par 3 candidates d'agression sexuelle. Une des agressions sexuelles aurait eu lieu sur un tournage. Elles avaient déjà évoqué l'affaire des années plus tôt, ça n'avait pas été pris en compte par les boîtes de production. Au moment même où l'affaire éclate, Ilan Castronovo, il est à la télé. Il est dans une émission qui s'appelle Les Princes de l'amour, qui est une émission de dating. Et on lui présente en fait des jeunes femmes. Donc au moment où l'affaire éclate, ce candidat est toujours sur W9. Et en 2022, je suis contactée par 2 jeunes femmes qui ont rencontré ce candidat en boîte de nuit alors qu'il était en représentation, donc en tant que candidat. Et toutes les deux, je le dis dans une enquête pour Mediapart, m'ont raconté les viols qu'elles ont subis pendant cette soirée en boîte de nuit. Et une instruction est toujours en cours au parquet de Blois. On peut citer aussi Koh-Lanta en 2018 avec le tournage de la saison 19 qui a été interrompu parce qu'il y a eu une agression sexuelle pendant le tournage. Il y a également beaucoup de candidats mis en cause dans des faits de violence conjugale. En décembre 2023, l'un d'entre eux, Julien Bert, a été d'ailleurs condamné à ce sujet-là pour violence sur son ex-copine qui est elle-même candidate. Et en mars 2024, donc récemment, l'influenceur et ex-candidat Adrien Laurent a été visé pour une plainte pour viol au pluriel. Les faits seraient survenus en Australie. Et pourtant, il a fallu attendre 2021 pour que la presse s'empare de la question de la télé-réalité, mais pas pour des questions de violence sexuelle. En fait, on s'est intéressé à la télé-réalité parce que ces candidats devenus influenceurs arnaquaient leurs abonnés. Donc vous avez dû en entendre parler, c'est l'affaire dite des influx voleurs qui a été portée par le rappeur Booba et à grands coups de harcèlement d'ailleurs. Et cette affaire, elle a mobilisé les députés, elle a donné naissance à une loi, la loi du 9 juin 2023. Il a fallu que des consommateurs se sentent lésés pour que la télé-réalité soit évoquée à l'Assemblée. En revanche, que des jeunes femmes vivent des violences sexuelles pendant des tournages, ça n'a pas donné lieu à un sujet. Donc voilà, en fait, ça fait 20 ans qu'on reconduit à l'écran des candidats dangereux dans une course vraiment effrénée à la séquence, à l'image. Les boîtes de production, elles mettent en danger des jeunes femmes en leur faisant miroiter des rêves de paillettes et elles reconduisent donc ces candidats dangereux. Et le tout s'est fait à l'abri de toute surveillance médiatique et parentale parce que c'est des programmes qui sont diffusés quand les parents généralement travaillent. Donc pendant 20 ans, voilà, des centaines de milliers d'ados ont été exposés à un discours misogyne et à des violences qui étaient filmées et séquencées, voire parfois diffusées au zapping sans problème. Et donc je pense que il faut vraiment plus surveiller ce registre-là. Voilà. Merci beaucoup. C'est un bon cadrage à toutes les 3 de notre problème, et enfin du moins de ce qu'on essaye de dénouer dans cette commission. Je vais commencer par donner la parole à Erwan Balanon, qui est rapporteur de la commission. Merci Madame la Présidente. Le témoignage que vous faites de la télé-réalité montre un peu le paradoxe de notre société, parce que en prenant vos 3 témoignages, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est que Madame Baquet, vous nous dites à l'époque de Depardieu, tout le monde savait, ça glissait sur tout le monde, parce que c'était pas si grave. On voit qu'il y a une prise de conscience dans la société, on voit que ce qui était toléré ne l'est plus, et pourtant, on voit ce que Madame Laure Adler dénonce, la chosification du corps des femmes, l'addiction à la chosification du corps des femmes, qui est exacerbée, médiatisée dans ces programmes de télé-réalité. Donc on a là comme une espèce de nœud gorgien de quelque chose qui nous semble assez insoluble, et en même temps on voit que les choses évoluent. Alors moi j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre cette injonction contradictoire médiatique entre une tension sociétale et une tension positive qui n'accepte plus ce qui était acceptable, et puis la continuation à des heures de grande écoute sur des publics jeunes, fragiles,
de pratiques qui sont celles d'un autre temps. On a peut-être un petit problème là d'injonction contradictoire qui nous fait tourner très vite, tel le hamster dans sa cage, en rond, et nous permet peut-être pas d'avancer. Donc j'aimerais bien avoir une réflexion, on n'est pas sur des questions très précises pour l'instant, mais une réflexion sur ce fait de société. Qui veut commencer par répondre? Madame Adler? Je crois que vous avez tout à fait raison et que c'est un des grands problèmes que nous traversons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons, notamment grâce, et encore mille merci à MeToo, plusieurs jeunes générations maintenant de filles qui ont pris conscience qu'elles étaient des sujets à part entière de notre société, que leur corps leur appartenait, que leur intimité leur appartenait, et que toute agression était absolument insupportable. Et que d'autre part, il y a une espèce de solidarité, de perception vitale de leur être sujet et non plus objet à l'intérieur de la société. Et en même temps, si j'ose dire, en même temps, il y a un mouvement économico, socialo, mercantile. Je ne sais pas quel terme utiliser. Comme vous l'avez dit, c'est un nœud. En tout cas, il y a quelque chose qui allie à la fois les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les représentations imaginaires et notre histoire des mentalités dans le rapport entre les sexes. Et de ce côté-là, il y a une choséification du corps des femmes qui est présentée comme étant une sorte de modèle structurel archaïque. Et là, je voudrais citer une anthropologue que j'admire énormément, qui s'appelait Françoise Héritier, qui était professeure au Collège de France, qui a succédé au Claude Lévi-Strauss, qui a été beaucoup plus loin que Claude Lévi-Strauss sur sa théorie de la prohibition de l'inceste, et notamment sur le rapport masculin-féminin. Elle a écrit 2 gros volumes qui s'appellent Féminin-masculin 1 et 2. Et à l'intérieur de sa problématique d'anthropologue, elle dit que la différence sexuelle continue à structurer nos sociétés. Je ne parle même pas du non-Occident, je parle de notre société occidentale, là, aujourd'hui, pour dire que les nouvelles technologies, la vitesse de la propagation des informations, la sexualisation des corps des jeunes filles de plus en plus tôt, le désir elle-même des jeunes filles véhiculé soit par leurs frères ou leurs petits amis ou les personnes les plus proches, c'est de ressembler pour pouvoir séduire à ce qui est proposé dans ces réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux, ce qui est présenté comme étant la panacée d'une sexualité épanouie et même conquérante, c'est-à-dire que la dialectique est à ce point vénéneuse qu'on va pouvoir faire croire à des jeunes filles qu'elles sont maîtresses de leur sort et de leur image en disant qu'elles veulent être comme ça, ben c'est la bimbo girl, c'est la fille impubère, c'est celle qui a une taille de guêpe, qui a des grosses fesses, qui a une grosse poitrine, etc. et qui ressemble très, très étrangement aux modèles les plus archaïques des déesses de la fertilité dont nous parlait Françoise Héritier. Donc il y a une conjonction, un nœud, pour reprendre votre expression, qui est extrêmement compliqué à dénouer, mais en tout cas, je ne vois pas comment il pourrait être dénoué autrement que par l'augmentation de la prise de conscience des jeunes filles, d'une éducation de plus en plus en amont, y compris à l'école primaire et peut-être même à l'école maternelle, et que cette prise de conscience passe évidemment par une émancipation et une certitude que les filles sont des sujets à part entière de notre société. Merci. Madame Baquet, peut-être ma question va s'adresser
En priorité à vous, moi j'ai été très frappée, j'ai revu Les Valseuses il n'y a pas si longtemps que ça, et je suis très frappée de l'image que cela donne de la culture du viol, mais alors vraiment, et donc en cela, c'est au-delà du plateau de tournage qu'il a rendu complice de son comportement les personnes, c'est la société dans son ensemble, puisque finalement il a été valorisé dans un rôle dans lequel il était... en tous les cas border, à tout le moins, avec les violences sexuelles. Moi, j'ai aussi été très frappée, puisque je suis tombée encore par hasard sur Un éléphant, ça trompe énormément, ou pareil, et alors que ça n'était pas Depardieu, c'était Rochefort pour le coup, pareil, dès qu'une femme passait, il y avait cette idée que elle était à disposition et qu'on pouvait s'en servir comme tout. Donc ça, c'est ma première question, c'est pensez-vous que les représentations des femmes aujourd'hui dans l'industrie, alors à la fois de télé-réalité, mais aussi de cinéma, a véritablement changé. C'est-à-dire, est-ce qu'on a changé là-dessus? Et l'autre question que je me pose, c'est, je trouve que nous ne parlons pas suffisamment dans cette commission de l'affaire Johnny Depp-Amber Heard, qui a quand même été un moment extrêmement important de la fabrication d'un réseau masculiniste, et qui a... j'avais lu ça, était même un préalable à l'apparition du masculinisme politique qui se révèle aujourd'hui dans l'élection de Trump. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, qui est aussi une question large, c'est que pensez-vous de la situation en France par rapport à la situation aux États-Unis, et dans l'image, autant que dans les comportements, y a-t-il quelque chose qui est en train de changer? Moi, je suis pas ultra optimiste, à vrai dire, mais je suis assez d'accord avec Laure. On le voit bien dans nos reportages, mais vous devez le voir dans vos circonscriptions. Il y a une catégorie de jeunes filles qui a complètement intégré l'égalité, l'émancipation, MeToo, et oui, ce sont nos enfants. Et puis, il y a les autres. Dans d'autres milieux sociaux, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on le voit bien. Hein. Et ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ou dans des émissions de télé-réalité n'est que la représentation exacerbée et évidemment très spectaculaire, mais de ce qui existe partout, ailleurs. Donc ça, c'est vrai. MeToo n'est pas... Et à la fois une immense révolution dont on se félicite, bien sûr, mais elle ne s'est pas installée dans toutes les strates de la société. Non, pas encore. Donc ça me paraît assez évident, et j'imagine que vous le voyez vous-même. C'est pas qu'une question de strate sociale, hein, parce que tout le mouvement des trade wives, des femmes traditionnelles, je sais pas comment on peut le dire en français, traverse les classes sociales. Hein. C'est-à-dire, c'est pas qu'une question de... C'est une question de politisation d'un sujet, quoi, en fait. Et ça, oui. Non, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais on a voulu croire qu'il y avait une question de génération. C'est-à-dire que les jeunes filles, tout d'un coup, étaient beaucoup plus... ça y est, elles s'affirmaient beaucoup plus fortes face aux jeunes hommes qui eux-mêmes avaient changé. Mais c'est pas du tout une question de génération. Donc, je pense que c'est souvent une question... sociale, parce que c'est une question de pouvoir, encore une fois, bien sûr. Donc c'est ça qui est très frappant. Et dans les reportages, en tout cas, c'est très évident. Madame Villanova, vous, peut-être sur la télé-réalité, est-ce qu'elle véhicule aujourd'hui encore? En fait, il y a deux sortes de télé-réalité aujourd'hui. D'un côté, vous avez ce qui est fait par TF1 et Endemol, la Star Academy et Secret Story, donc des retours d'émissions dites emblématiques qui sont diffusées tous les jours, donc un retour à la télé-réalité d'enfermement. Et Endemol, qui était aux manettes du Loft, je le rappelle, a pris le contre-pied total de ce qu'il faisait avant. Donc les candidats doivent signer une charte avant de participer. Le casting est complètement différent, il est beaucoup plus inclusif. On a des personnes racisées, ce qui n'était pas le cas en télé-réalité en général. La culture du clash, parce que c'est un des motifs qui revient tout le temps dans ces émissions, le clash est interdit. Il y a un entretien avec un psychiatre, un psychologue et un médecin en amont, ce qui n'est pas fait, sachant que dans la télé-réalité...
qu'on voit sur la TNT. Il y a un entretien avec un psy, mais ce psy est payé par la boîte de production et l'entretien dure très peu de temps et c'est pas dans l'intérêt du psy de dire à la boîte de production que tel ou tel candidat est fragile. Et ça se voit parce que c'est assez amusant. Il y a une séquence qui circule beaucoup sur les réseaux depuis hier de la Star Academy où on voit 3 jeunes filles qui imitent le mascu toxique et qui se mettent en scène. Et donc on voit que voilà, ça c'est une télé-réalité peut-être plus inclusive et qui reflète peut-être une partie d'une génération. Et de l'autre côté, il y a Frenchy Shore, qui est une émission de télé-réalité ultra trash qui est produite par A Production, donc qui était aux manettes des Anges. Alors c'est une télé-réalité qui est moins de 18 ans, qui est diffusée sur MTV et Paramount+, et où les candidates qui sont présentées comme consentantes et ayant une sexualité heureuse qui change passent leur temps à pratiquer des fellations sur d'autres candidats. Donc on est, excusez-moi, on est vraiment sur 2 pôles complètement opposés. Et de l'autre côté, il y a une nouvelle télé-réalité qui arrive là sur W9 en décembre qui s'appelle The Cerveau et qui là capitalise sur le mépris de classe. L'idée, c'est de faire des tests de culture générale, de faire passer des tests de culture générale à des candidats emblématiques de ce milieu-là. Et la bande-annonce, le trailer de cette émission-là, reprend toutes les fautes de français qu'ont fait les candidats. Donc ça commence le 5 décembre sur W9. Donc en fait, la télé-réalité, elle se renouvelle en permanence. Elle est peut-être moins sexiste qu'auparavant. Pourquoi ? Parce que les médias se sont enfin emparés. C'était un Far West absolu. Et comme je dis, c'était un angle mort. Donc vraiment, il y a des séquences qu'on revoit aujourd'hui, mais hallucinantes, où des candidates décrivent à l'écran je pense au ch'ti par exemple, il y a une candidate qui explique que un candidat est venu se frotter à elle, je cite, pendant la nuit. Aucun média s'est emparé de ça, on était en 2011. Là, maintenant, ils sont surveillés, donc il faut un peu plus attention. En revanche, c'est un milieu tellement opaque où moi-même j'ai eu beaucoup de mal à parler aux techniciens, aux caméramans. Voilà, c'est un milieu même un peu consanguin où tout le monde se connaît, où personne n'ose parler. Donc ils sont surveillés, mais il y a quand même une loi du silence qui persiste énormément dans ces boîtes de production-là et chez ces géants comme Banijay. Et donc c'est pour ça que c'est amusant de voir que Madame Alexia Laroche-Joubert produit une série sur sa propre télé-réalité, alors que pas mal de ses productions ont été visées par des enquêtes justement au sujet de violences sexistes et sexuelles. Merci. Il y avait monsieur Amir Chahi qui avait demandé la parole et après monsieur Balanon. Merci. Bonjour mesdames. J'avais deux questions et demie en tant que journaliste. Si on essaye d'avoir un peu de recul, je ne sais pas, mais sur ce qui a été MeToo, c'est aussi un changement de philosophie, une révolution, comme on l'a appelé, qui dans la pratique journalistique a sans doute eu des effets, puisque c'est aussi une philosophie ou une éthique du témoignage qui a changé complètement. En tout cas, il m'a semblé, du fait de la libération de la parole. Et donc les recueils de témoignages ont sans doute réinterrogé la profession, la façon dont la parole était recueillie, la façon dont elle a été rendue publique et restituée. Est-ce que vous avez, sur ce changement de pratique, des réflexions déjà sur ce que MeToo a fait bouger dans les pratiques professionnelles, sur l'ontologie du métier, en fait, d'une certaine façon. Question liée, dans les rédactions, en plus il y a des supports très différents, c'est des cultures journalistiques qui sont différentes aussi selon le support. Est-ce qu'on sent depuis un plus grand intérêt, non pas seulement à la restitution de la parole, mais à l'enquête approfondie dans des milieux encore inexplorés au-delà de celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le milieu du cinéma, de la mode, etc. Et enfin, autre question, c'est sans rentrer dans le débat sur la séparation de l'œuvre et de l'homme, ou sur les cultures de l'effacement, une question qui est plus liée au rapport aux hommes illustres, qui sont illustres aussi sans doute par leur talent, etc., mais parce qu'on en parle. Que la critique journalistique en particulier, spécialisée souvent, en font état. De quelle façon le regard, y compris contemporain, c'est-à-dire immédiat, sur des hommes illustres du moment, change dans le travail journalistique et dans l'approche qui est celle, en général, pas géographique, mais
qui ne se centre que sur le versant artistique et créatif de la personne dont on parle, et de quelle façon maintenant ça reformule les questionnements journalistiques, avant y compris de traiter une œuvre. Merci, Monsieur Balanon. Ouais, Allez-y, parce que répondez. j'étais en train de préparer Ok, la pardon. question. Allez-y, répondez. Alors, je peux vous Vas-y. répondre parce que c'est un grand sujet de débat au monde, évidemment. Sur les témoignages, alors, nous ne prenons pas, quel que soit le sujet, un témoignage pour argent comptant. Jamais. Donc, nous recueillons les témoignages des femmes qui viennent relater des affaires d'agression sexuelle ou de viol, mais systématiquement, on les recoupe avec est-ce qu'elles en ont parlé à d'autres, est-ce qu'il y a d'autres témoignages semblables. Évidemment, on interroge aussi la personne mise en cause. Donc, comme je sais que c'est un débat et que c'est un sujet de discussion que j'ai eu notamment avec Caroline Fourest, le « je te crois », ce n'est pas journalistique. Donc, je comprends très bien le slogan militant, bien sûr, hein, mais ce n'est pas journalistique. Donc, quel que soit le sujet, que ce soit MeToo auquel le monde adhère, ou que ce soit n'importe quel autre sujet, il n'y a pas de « je te crois ». Donc, nous recueillons évidemment les témoignages et nous les recoupons, nous les mettons en relief et nous interrogeons les personnes mises en cause. Donc, nous n'avons pas changé les choses. Ce qui a changé, c'est que les affaires MeToo sont un peu particulières, mais à vrai dire, pour avoir couvert, je dis ça sans... Les gros faits divers aussi, c'est difficile. Donc, quand vous avez des personnes traumatisées, blessées, quand elles ont été agressées ou qu'elles ont perdu quelqu'un, c'est très difficile de manier ces témoignages et il faut avoir un peu de connaissance en la matière. Donc, c'est pour ça qu'au journal, en l'occurrence, les personnes qui suivent les affaires MeToo sont relativement spécialisées de fait depuis quelques années sur les affaires MeToo. On a un groupe, alors après, ça peut changer, mais il y a un petit groupe qui s'occupe particulièrement des affaires MeToo. Sur les personnages connus, c'est aussi une des questions pour les journalistes. Car est-ce qu'on ne s'intéresse qu'aux personnages connus ou est-ce qu'on s'intéresse aux autres? Et évidemment, c'est une question que nous avons nous aussi. Parce qu'on le voit bien, les affaires qui ont été les plus emblématiques touchent des personnalités connues. Donc c'est un problème, hein, parce que ça ne reflète pas forcément tout ce qui se passe dans la société. Donc, et ce n'est pas parce que ça touche un grand acteur que tout le cinéma est comme ça, et ce n'est pas parce que c'est le cinéma que ça ne se passe pas dans d'autres milieux. Donc, évidemment que c'est un sujet pour nous. Je dois dire que les affaires MeToo ont plus facilement, si je puis dire, explosé dans des milieux dont les personnalités étaient connues, encore que je suis obligée de reconnaître que souvent, c'est parce qu'ils arrivent en fin de carrière, hein, que les langues se délient. Je le regrette, mais c'est comme ça. C'est vrai que c'est plus facile que d'avoir tout d'un coup des témoignages de vendeuses d'un hypermarché qui raconteraient ce qui se passe avec le directeur de l'hypermarché. Là, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Les femmes sont beaucoup moins libres de leurs paroles, elles y risquent beaucoup plus, hein, souvent. Hein. En tout cas, elles y risquent beaucoup. Donc, c'est une question que nous avons toujours à l'esprit. Et malheureusement, je dois dire que pour l'heure, on n'a pas réussi à faire on fait de temps en temps, très ponctuellement, mais on n'a pas réussi à faire ce que nous faisons dans le milieu du cinéma, par exemple, à faire dans d'autres milieux moins exposés médiatiquement. Donc ça, c'est vrai. Et votre dernière question était sur, le fait de ne plus regarder c'est ça ? Est-ce que la critique était maintenant forcément imprégnée de ce presque prérequis de devoir vérifier, ou en tout cas de s'interroger sur, ou pas du tout? On essayait de quelle façon ça avait impacté le journalisme, tout simplement, et le journalisme critique en particulier? Alors, je dois à l'honnêteté de dire que les services culture n'ont pas du tout fait ces enquêtes. C'est des enquêtes qui sont faites par les enquêteurs, par les services d'investigation ou les services sociétés. Alors, c'est pas lié forcément à
le souci de protéger des sources. C'est plutôt que les critiques font de la critique. Et ils font assez peu d'enquêtes, je le regrette personnellement. Et d'ailleurs, le journal le regrette. On voudrait qu'il y ait beaucoup plus d'enquêtes sur le milieu culture, sans que ce soit forcément des enquêtes MeToo, mais des enquêtes tout court. Donc ça, c'est plutôt une espèce de tradition journalistique qui fait qu'effectivement, dans les services culture, souvent les gens font de la critique, littéraire, cinématographique, théâtrale, et ils font très peu d'enquêtes. C'est dommage. C'est vraiment dommage, et je pense qu'on essaye de former d'ailleurs une nouvelle génération qui sera capable de faire les deux. Et très souvent, quand on a enquêté dans le... Alors, je fais quand même une exception, parce que moi, j'ai fait un livre sur Depardieu avec un critique cinématographique, Samuel Blumenfeld, qui est critique, mais justement, il n'est pas seulement critique, c'est un enquêteur, et depuis toujours, il a fait des enquêtes. Il faisait des enquêtes, pas sur MeToo, mais il faisait des enquêtes sur les grands cinéastes, donc il avait l'habitude d'enquêter, mais je dois dire qu'il était un peu le seul de son profil, mais je pense que ça va changer dans les rédactions. Je pense que les rédactions ont compris qu'il faut pouvoir enquêter sur tous les sujets, y compris la culture. Je vous avoue qu'il y a une différence quand même entre ce qu'on entend et ce qu'on lit en fait sur le domaine de la culture. C'est-à-dire qu'il y a encore à explorer, je pense, pour des journalistes d'investigation. Mais je suis certaine que... je suis certaine que vous le faites, Monsieur Balanant. Oui. Sur les critiques, avant de poser mes questions, moi j'ai relu quelques critiques d'une autre époque, donc sur certains films qui aujourd'hui sont fortement critiqués. Ça pose question sur les époques. La critique d'une fille de 15 ans, c'est terrible. Enfin, critique de votre journal, Le Monde, voilà, c'est terrible. Et sur la critique, on voit bien que en particulier sur les cahiers du cinéma qui était la critique ultime, l'entre-soi, certains étaient en même temps réalisateurs, en même temps critiques, avec d'ailleurs on aimerait bien peut-être approfondir un peu ce sujet. Sur les questions que j'ai, moi j'ai une première question parce que ce que vous venez de nous dire, Madame Villanova, sur ce nouveau programme à venir assez terrifiant, là, ça m'a l'air d'être la petite boutique des horreurs. Je voulais savoir le contrôle a priori et a posteriori qu'a l'Arcom sur ces sujets, sachant que, de ce que vous venez de me dire quand même, j'ai l'impression qu'on va être dans un programme avec un caractère discriminant. Les discriminations sont sanctionnées et je crois que l'Arcom a un droit de regard sur les discriminations. Vous faites signe que non, donc voilà. Cette question, puis j'en ai d'autres tout de suite après, importantes, je crois. C'est bon. Déjà, je dois vous avouer que c'est la 2e saison et que j'avais vu les 2 premiers épisodes de la saison 1 et qu'à l'époque, je regrette, j'ai mis un T dans Télérama à ce programme parce que dans les 2 premiers épisodes, pour une fois, on voit des jeunes femmes qui ont une sexualité épanouie et assumée. Sauf que très vite, au bout de l'épisode 3, on voit que tout part en cacahuète, excusez-moi l'expression. Donc c'est la 2e saison. Je parlais surtout de la nouvelle à venir sur... Ah, The Cerveau. Très bien, je pensais que vous parliez de Frenchy Shore, parce que Frenchy Shore, ils ne peuvent rien faire parce que c'est Paramount et MTV et que c'est... je pense qu'il n'y aura rien à faire parce que, je vois pas comment c'est discriminant et en même temps ils ont pris des candidats masculins. Donc, c'est-à-dire que c'est pas uniquement sexiste, c'est classiste en fait ce programme. Et je ne sais pas comment ça peut être contrôlé et comment ça peut être remis en cause en toute sincérité. D'autant que les participants ont de la bouteille. C'est des candidats qui ont fait ça depuis 10 ans et qui du coup, je pense eux-mêmes ont envie d'exploiter ce filon et ont assez d'humour pour jouer. Par exemple, au niveau des jeunes femmes, les ravissantes idiotes. Donc j'ai hâte de voir ce qui peut être fait, mais pour l'instant, je vois pas ce qui peut être fait en termes de contrôle. Sur l'Arcom, juste un complément, mais les standards de l'Arcom en matière de discrimination ont l'air quand même d'être assez lâches. Et je témoigne pour le coup de quelque chose qui me concerne, mais où on m'avait traité de Greta Thunberg ménopausée et où j'avais reçu la réponse de l'Arcom me disant que ça n'était pas sexiste, ce qui quand même pose un sujet sur quels sont les critères au nom desquels ils estiment la discrimination, parce qu'il y a vraiment un sujet là-dessus, mais nous les recevrons et évidemment nous leur poserons la question.
compréhension sur cette non-condamnation. Dans les 24 critères de discrimination, il y en a au moins 3 qui correspondaient à ce que vous venez de dire. Le sexe, Peut-être que ménopausée n'était pas... le sexe, l'état de santé et l'âge. Voilà, bon. C'est les 24 critères définis par la loi sur la discrimination. Moi, je voulais revenir sur cette culture qui est parfois de l'omerta, tout le monde sait, et puis parfois, personne n'a su. Vous avez décrit un type de schéma, qui est le schéma habituel de quelqu'un qui a, vous l'avez dit avec ces termes, qui est puissant et admiré. Et je veux faire le lien avec une autre personne qui était puissante et admirée dans le monde de la télévision, où pour le coup, tout le monde semble tomber des nues et semble dire que rien ne se savait. Alors moi j'ai juste une question, pourquoi on le savait tous, même nous, c'est vrai, parce que quand on voit les valseuses, on savait que c'était... Enfin, on savait, sauf qu'on ne voyait pas. Mais comment c'est possible pour Depardieu d'un côté et PPDA de l'autre ? Comment c'est possible que tout le monde savait pour Depardieu, en n'ayant rien dit, même effet, même cause, personne n'a rien dit, parce que sur PPDA, parce que visiblement, personne ne savait de ce qu'on nous dit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même, il y a quelque chose qui me paraît assez étonnant là sur ces deux comparaisons. Tout le monde savait, ça veut rien dire. Moi, je me méfie toujours de ce mot-là, de cette expression, parce que tout le monde voyait le comportement de Depardieu, tout le monde ne mettait pas les bons mots sur le comportement de Depardieu. C'était ça le problème. C'est-à-dire que tout le monde voyait que Depardieu mettait la main aux fesses, hommes et femmes confondus, mettait les mains dans la culotte, mais personne n'appelait ça agression sexuelle. C'est ça le problème. C'est que à partir du moment où ce n'est pas formulé, où tout le monde rit, où lui-même rit, parfois la victime rit, parce qu'elle est prise de court, voilà. Donc, personne ne met le mot agression. Donc, les gens savent sans savoir, si vous voulez. Le tout le monde savait, ça ne veut pas dire grand-chose. Et pour Poivre d'Arvor, je ne suis pas dans le milieu de la télévision, mais j'ai enquêté sur Poivre d'Arvor, j'ai bien vu aussi ce qui... Tout le monde voyait la jeune femme appelée dans le bureau de Poivre d'Arvor et traverser toute la rédaction. Tout le monde se regardait d'un air entendu, mais personne ne savait ce qui se passait dans le bureau. Les gens sous-entendaient, on pensait quoi ? Il y avait 1000 choses qui étaient dites. Elle voulait coucher pour réussir, il allait la draguer. Jamais les mots d'agression ne sont dits. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez des quantités d'euphémisation de ce qui se passe. Donc les gens ne savent pas vraiment. En tout cas, ce n'est jamais dit. Et pour Poivre d'Arvor, puisque j'ai fait l'enquête aussi après, il passait pour un dragueur et on ne faisait pas la différence entre le mec qui faisait le joli cœur devant une femme et le type qui sautait sur la jeune stagiaire dans son bureau sans que ça soit vu par personne, quand même. Donc c'est ça, le tout le monde savait, il est en fait assez faux quand vous vous penchez vraiment sur les cas très concrets. En tout cas, je le vois bien, c'est souvent comme ça dans les cas MeToo, mais même dans d'autres cas. Le tout le monde savait, ça ne veut pas dire grand-chose, à vrai dire. Moi, je me méfie toujours. Madame Adler. Ajouter quelque chose en tant historienne des mentalités, c'est que quand Raphaël dit « tout le monde savait, ça ne veut pas dire grand-chose », tout le monde ne comprenait pas. On est dans un bain de société avec des représentations sociales, psychiques, des définitions amoureuses qui sont véhiculées à notre insu. Et pour reprendre l'histoire de Depardieu, quand il était plus jeune, tout le monde savait qu'il draguait les filles, il le faisait au vu et au su de tout le monde, mais tout le monde, y compris les filles, y compris moi, on se marrait parce qu'on voyait qu'il était complètement saoul au Festival de Cannes, et on savait dans quel restaurant il allait terminer la nuit, mais ça nous faisait rigoler. On ne comprenait même pas ce qui était en train de se passer. Donc moi, je ne voudrais pas exonérer notre responsabilité, ma responsabilité, et aussi la nôtre, de quelque chose qui se passait, qui dégradait le statut de la femme, mais auquel
sans enthousiasme, mais sans volonté intérieure de lucidité, nous adhérions consciemment, semi-consciemment, voire même inconsciemment. Et pensez-vous que là, maintenant, on n'y adhère plus? En ce qui me concerne, oui, et la génération de mes enfants aussi, mais je voudrais rejoindre et prolonger ce qu'a dit Raphaël tout à l'heure, qui me paraît très important, quand elle a dit nos enfants, oui, nos classes sociales, oui, mais pour les autres, c'est ça le vrai problème. Oui, je suis pas sûre que ça soit les classes sociales. Enfin, je pense que Je pense que ça l'éducation est la seule possibilité d'atteindre tout le monde, en tout cas. Non, non, alors, attendez, parce que là, il y a embouteillage. Il y a beaucoup de questions. Non, mais juste une remarque. En effet, que j'ai pas d'éléments chiffrés qui me permettent d'étayer ce que je dis là. Simplement, comme on sait que dans les violences conjugales, il n'y a pas forcément de distinction entre les classes sociales, par peut-être prolongement de la pensée, peut-être rapide, je me suis dit que dans les VSS, c'était pareil. Mais... Monsieur Balanan et Madame Melchior. Oui, ça va. Enfin, sujet que vous avez. Sur lequel vous avez une réflexion, Madame Laura Adler, et que je trouve intéressante, et qui est un sujet qui dépasse la question du cinéma, mais qui peut nous permettre peut-être d'avancer, c'est la question du consentement. Et sur ce sujet, on a des réflexions de législateurs sur est-ce qu'il faut élargir la définition du viol au consentement, comment on le fait. C'est un sujet, moi en tout cas, sur lequel avec d'autres collègues on a travaillé depuis un moment et sur lequel on va devoir être amené à travailler. Et moi je voulais avoir votre avis là-dessus, d'ailleurs à toutes les trois, parce que vous êtes toutes les trois avec des parcours et des vies différentes, mais j'aimerais bien avoir cette idée, sachant que vous dites, je vais vous citer parce que j'ai lu ce que vous avez écrit et que j'ai trouvé assez intéressant. Alors attendez, pour que ça soit pas trop long, je vais prendre à ce niveau-là. Oui, c'est oui, non, c'est non. Oui, mais le non est plus difficile à prononcer que le oui, et ce oui ne signifie pas forcément un assentiment, une adhésion. L'expression d'un désir, la réciprocité du désir, la volonté de continuer l'échange. On ne peut donc se réfugier dans cette notion de consentement adoptée dans la plupart des pays européens pour définir le fait que le viol est un acte sexuel auquel la victime n'a pas consenti. Et en contrepoint, vous proposiez de lutter contre l'inégalité entre les deux sexes qui se perpétue alors qu'elle devrait être posée comme cause principale des violences. C'est un résumé évidemment plus long. Donc, le combat pour l'égalité et pour la reconnaissance du consentement ne peuvent-ils être menés simultanément, alors qu'un nombre croissant de militantes des droits des femmes demandent l'inscription de la notion de consentement? Alors c'est très partagé d'ailleurs chez les militantes. Persistez-vous dans cette analyse ou votre point de vue a-t-il évolué? Et je veux bien avoir le sujet du consentement, vos trois témoignages sur ces sujets qui sont évidemment, je pense, pour chacun et chacune d'entre nous des sentiments en cours de construction, parce que c'est un sujet très difficile, surtout quand on veut réécrire la loi sur cette question-là. Madame Melchior, d'abord, pardon si ça vous embête pas, Madame Melchior, si vous pouviez... Oui, c'est pas forcément sur le même sujet. Merci de votre présence. Oui, moi, il se trouve que j'ai travaillé sur le MeToo des armées. Et donc, c'est grâce, et je voulais rendre grâce aux médias, parce que c'est vrai qu'en tant que parlementaire, on a été plusieurs à toquer à la porte du ministère des Armées, à dire on a des retours. Et en fait, c'est la puissance médiatique, en fait, la présence dans les médias qui a fait qu'on a pu déclencher une mission donnée par du ministre des Armées et qui a abouti, qui a été très, très bien menée avec des préconisations qui sont en place et qu'on continue à suivre. Et je voulais savoir au niveau justement de la presse ou de la radio ou d'autres médias, comment vous allez, parce que vous êtes emparé des sujets, il y a eu des articles dans Le Monde, dans Paris Match, et ça a été partie du Maine Libre. Est-ce que vous allez continuer à investiguer, à suivre ces sujets? Parce que je pense qu'on a besoin aussi que les victimes soient accompagnées dans le sens où elles puissent voir aussi que quelque chose bouge. Et puis nous, on s'aperçoit qu'en tant que parlementaires, même s'il y a des enquêtes, des missions, forcément, ça ne les atteint pas forcément. Elles ne savent pas forcément ce qui est arrivé après leur témoignage.
Merci. Qui souhaite répondre à ces 2 questions? Alors, très rapidement, d'abord, c'est une affaire très compliquée, intellectuellement, psychiquement, amoureusement. J'ai eu la chance de faire de la philosophie et de travailler sur cette notion de consentement, sans revenir à Montaigne et à la Boétie, au consentement volontaire, à la servitude volontaire, etc. Je voudrais souligner qu'un travail remarquable d'une philosophe qui s'appelle Geneviève Fraisse avait été publié il y a une bonne quinzaine d'années sur cette notion de consentement, où elle essayait d'articuler une réflexion philosophique qui ne passait pas forcément par la différence sexuelle, qui passait par la notion de soumission, par la notion d'apparente soumission, et qui se déployait aussi dans une perception d'un féminisme conquérant dont elle fait partie. Aujourd'hui, le consentement est très discuté, et vous le savez mieux que quiconque par les différentes législations européennes. Mon enquête a porté sur beaucoup de femmes avec qui j'ai parlé de différentes générations de cette notion de consentement, des jeunes femmes, des femmes d'une quarantaine d'années, des femmes assez âgées. Et c'est très intéressant d'entendre, ce qui d'ailleurs est assez difficile, que cette notion de consentement ne revêt pas la même signification selon la génération des femmes. Plus on est âgé, plus cette notion de consentement paraît quelque chose presque de superfétatoire, quelque chose qui fait partie d'une domination sexuelle qui a été vécue. Je parle des très vieilles dames qui en parlent comme ça, elles se sont mariées, elles ont vécu cette absence de consentement pendant très longtemps, elles n'ont jamais compris que c'était une absence de consentement, et aujourd'hui elles se réveillent en se disant « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie sexuelle, de mon indépendance sexuelle, de ma sexualité qui aurait pu s'accomplir, etc. » Quand on arrive à des jeunes générations beaucoup plus averties et des jeunes filles beaucoup plus militantes, on arrive à une notion de problématique à l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que là, je consens? Est-ce que quand il me caresse le dos à 6 heures du matin et que je ne suis pas encore réveillée, est-ce que là, je consens? Quelles sont les épreuves limites de ce consentement? Et après de nombreuses discussions avec pas mal de jeunes filles, encore une fois, je m'en excuse, c'est un travail subjectif, ce n'est pas un travail scientifique, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent scientifiquement, et après aussi avoir parlé avec beaucoup d'avocates, dont 2 d'entre elles ont des positions d'ailleurs assez proches. L'une s'appelle Laure Henniche et l'autre s'appelle Marie Dosé. La judiciarisation du rapport amoureux, dans l'esprit, le corps et le cœur et la franchise de ces jeunes filles qui ont peur d'être dans l'amour et en même temps de ne pas être dans le consentement est une vraie question à laquelle je ne sais pas répondre. En tout cas, il y a quelque chose qui forme une grille du rapport amoureux. Est-ce que c'est bien parce que ça permet de protéger les jeunes filles de tout abus, ou alors est-ce que c'est tellement prenant que ça empêche la possibilité du rapport de l'égalité femmes-hommes dans le rapport amoureux? C'est une question. C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, mais que je trouve importante pour notre société aujourd'hui et pour ces jeunes femmes. Permettez juste que je pose ici les mots que m'a dit hier Elsa Faucillon, ma collègue à qui je rends hommage aujourd'hui, qui dit « mais en fait on ne consent pas à un rapport sexuel, on est d'accord, on a envie d'un rapport sexuel, mais on ne consent pas ». Le terme même de consentir est en soi un sujet de questionnement philosophique pour les relations aujourd'hui. Mais enfin, je vous propose de ne pas entrer là-dedans. Moi j'avais une question complémentaire qui est avez-vous vu des affaires qui avaient fait l'objet de débuts d'enquête et qui
ne sont pas sortis? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui aujourd'hui est un obstacle à l'enquête journalistique dans le mouvement MeToo, je vais le dire comme ça. Et puis, on se heurte évidemment beaucoup à la question de l'entre-soi, des réseaux de loyauté. Et ça, je voulais vous interroger, Madame Adler, puisque vous avez été au CNC et dans les jurys du CNC. Et en fait, là se noue quelque chose de très important, puisque c'est la subvention, et particulièrement pour les premiers films, etc. Avez-vous été témoin de ces loyautés? Est-ce que vous les avez senties? Est-ce que vous, au contraire, vous avez senti une vigilance particulière pour qu'elle n'ait pas lieu, etc. Là-dessus, je pense que, donc, sur les enquêtes, qu'est-ce qui empêche la manifestation de la vérité, d'une certaine manière? Et puis, la deuxième chose sur le CNC. Alors, sur les enquêtes, je vais laisser Raphaël poursuivre et dire ce qu'elle fait tous les jours. Sur la présidence du CNC pour la commission à laquelle j'ai eu la chance, parce que ça a été une très grande chance d'appartenir, puisque c'était les premiers films, nous avions un jury et nous délibérions. Le président peut imposer sa propre loi. Et moi, j'avais imposé la transparence, la main levée, les débats publics, etc. J'ai vu au cours des 4 années de présidence une ou deux tentatives d'entre-soi au plus haut niveau qui ont été balayées par la majorité des membres de la commission. C'est quand même, maintenant que le temps a un peu passé, je dirais que c'est quand même une épreuve, cette histoire de commission, parce que vous avez beaucoup de gens qui veulent faire des premiers films, qui sont soumis à des pressions et à des nécessités, à des obligations de faire un premier jet qui est lu par la commission, un deuxième jet qui répond aux demandes de la commission, un troisième, un quatrième, un cinquième ou un sixième. Généralement, c'est au sixième ou au septième que la commission reçoit personnellement les candidates et les candidats. Et puisqu'il n'y a toujours pas de nouveau président du CNC, d'ailleurs je n'en comprends pas les raisons, pourtant il y a beaucoup de candidates, mais je pense qu'effectivement le changement de président du CNC devrait permettre une possibilité moins sexualisée, si j'ose dire, de mise à l'épreuve des candidates et des candidats. Parce que vous y allez avec votre corps, avec votre apparence, avec votre parole, mais qui dit que parce que vous êtes que vous n'avez pas les mots pour le dire, que vous êtes extrêmement timide, que c'est super intimidant de voir tous ces 11 ou 12 personnes de la commission, qui dit qu'on n'est pas en train de rater quelqu'un parce que justement cette personne est très maladroite. Il y a un côté visuel, sexuel presque, qui peut-être, à mon avis, est à discuter, en tout cas à l'intérieur de la commission. Merci, Madame Baquet. Vous vouliez sur les... Oui, est-ce qu'on abandonne des enquêtes? Bah, ça arrive. Pas tant que ça, on va dire, mais oui, ça peut arriver, par absence de preuves ou par doute sur la véracité, parce qu'on ne réussit pas à avoir d'autres témoignages. Oui, ça peut arriver, mais pas seulement dans les affaires MeToo, dans toutes les affaires. On reçoit aussi des gens qui arrivent avec des gros dossiers obsessionnels et puis qui, ne sont pas très convaincants. Donc on vérifie, enfin, c'est vraiment la vérification habituelle de toutes les enquêtes. Encore une fois, on n'a pas une méthodologie d'enquête différente sur MeToo et sur les autres. Il y a une façon d'écouter, évidemment, les victimes, mais quelqu'un dont l'enfant a été assassiné, vous savez, vous l'écoutez avec la même l'essai de délicatesse et d'empathie que quelqu'un qui a été victime d'un agresseur sexuel. Donc on fait très attention à ça, de façon générale. Donc je ne peux pas dire qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été vraiment abandonnées, mais quand il y en a, c'est essentiellement pour cette raison-là.
Villanova, vous voulez peut-être compléter? Oui, moi j'ai commencé à travailler en tant que journaliste en 2018, donc juste après MeToo, et donc je suis pigiste, donc je suis dans un rapport économique différent de Madame Baquet, dans le sens où il faut que moi je vends des sujets, et quand ils se font pas, ils se font pas, et je ne suis pas payée. donc moi ça m'est arrivé de me lancer dans des enquêtes qui n'ont pas abouti. Mais je voulais revenir sur votre question, monsieur précédente. J'ai travaillé avec Mediapart, donc vous allez recevoir sur justement un candidat de télé-réalité. Je pense que de plus en plus, et dans la majorité des rédactions, il y a des telles critiques qui sont faites sur la justice médiatique, qu'on se doit d'être encore plus implacable qu'avant. Et chez Mediapart, je me suis retrouvée pour appuyer vraiment les témoignages, à échanger avec des amis des victimes, à demander des captures d'écran de textos. C'était une enquête harassante aussi, parce que on fait notre travail, mais ça nous touche aussi beaucoup. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que même si c'était le cas avant, et j'en doute pas, particulièrement sur les affaires MeToo et particulièrement chez Mediapart, il y a cette volonté d'être d'autant plus implacable avec, par exemple, cette boîte noire qui est proposée à la fin de l'article, où vous avez certaines pièces qui prouvent la véracité de l'enquête. Et moi, si j'ai dû abandonner certaines enquêtes MeToo, c'est parce que justement, il n'y avait pas assez de témoignages complémentaires. C'était trop flou. Et il y a surtout l'affaire de la plainte, en fait. Je sais que certains médias ne veulent pas d'enquête sur des violences sexuelles s'il n'y a pas eu plainte, s'il n'y a pas l'appui d'une plainte. Plainte dont on nous a dit ici dans cette commission qu'elle a été encore plus difficile peut-être qu'ailleurs en raison du statut d'intermittence, etc. Monsieur... Absolument. Je pense que c'est un point très très important. Nous sommes tous... je pense que dans les rédactions de journaux, vous n'êtes pas intermittents, mais... nous, on est tous des intermittents. Au bout de... Je crois que j'ai 52 ans de Radio France, je suis toujours intermittente. Donc cette précarité est aussi une vraie problématique de fragilisation des rapports à l'intérieur de l'entreprise. Il est anormal que tous mes camarades, quel que soit leur sexe d'ailleurs, mais c'est encore plus difficile pour les filles, après un certain nombre d'années, soient toujours des intermittents du spectacle. Donc, nous signons un contrat chaque année, un CDD, et à partir de la fin du mois d'avril jusqu'à la période de la mi-mai, tout le monde tremble parce qu'on ne sait pas, et c'est la directrice ou le directeur qui choisit, sans argumenter auprès de son PDG, la possibilité ou non de renouveler ou pas un contrat. Et hélas, j'ai beaucoup de camarades qui se sont retrouvés dans des situations terriblement difficiles, beaucoup plus de camarades filles que de camarades garçons d'ailleurs, comme par hasard, et où, voilà. Monsieur Balanan. Merci. Tout à l'heure, Madame Baquet, vous nous avez dit que vous n'étiez pas si optimiste sur l'évolution de... Oui. Non, mais voilà, les choses changent, on est conscient, je crois qu'on vient de le démontrer. Moi, j'aimerais maintenant justement essayer de voir avec vous quels pourraient être les leviers d'action, et qu'est-ce que vous avez pu voir qu'est-ce que vous pouvez avoir comme idée. Par exemple, tout à l'heure, vous nous avez dit que certains réalisateurs qui avait une certaine autorité et surtout une certaine volonté de travailler dans un esprit d'empathie, de sympathie, de respect de la vie en société, en réalité, pouvait parfaitement, quel que soit le talent, quelle que soit l'équipe, réussir à tenir son plateau. Donc, comment on forme ces réalisateurs à être dans cette optique-là, et réalisateurs et d'ailleurs producteurs, parce qu'on sait que on l'a vu, on l'a suffisamment démontré, c'est le producteur qui a la responsabilité pénale, civile, code du travail. Donc, quelles seraient les pistes? Est-ce que vous pensez que les leviers de formation sont
sont pas suffisamment mises en route. Est-ce que vous voyez d'autres dispositifs qui pourraient faciliter l'amélioration de toutes ces situations dans chacun de vos domaines et dans chacun des domaines de compétences que vous avez? Parce que je crois qu'il y a des leviers certainement, et je crois que votre expérience peut nous être utile sur la définition de ces leviers. La peur du scandale est un très bon levier. Là, on le voit bien. Sur le milieu du cinéma, c'est très clair. L'idée qu'un tournage puisse être mis en cause, qu'un metteur en scène ou un acteur puisse tout d'un coup être mis en cause et donc compromettre la fabrication d'un film, c'est un puissant levier. Et donc, on le voit bien. Je pense que les équipes sont complètement aujourd'hui au fait de ça, ils font très attention. On l'a vu encore récemment, il y a des acteurs ou même des metteurs en scène qui ont pu sauter en cours de tournage. Donc ça c'est quand même nouveau. Bien sûr, la formation, l'éducation, alors le CNC le fait d'ailleurs, mais bien sûr ça c'est très important. Je pense aussi que la solidarité entre acteurs, ou je veux dire acteurs au sens ceux qui sont sur le tournage est un élément, mais je la mettrais presque en dernier parce que hélas la précarité évidemment pèse sur la solidarité que les gens peuvent avoir entre eux. Mais je pense que aujourd'hui c'est quand même un objet qui peut compromettre la carrière d'un film ou d'une pièce de théâtre. Enfin bon, donc ça change beaucoup de choses. Et je pense que la presse là-dessus a joué un grand rôle, tout de même. On le voit bien. J'avais une question pour Télérama, vous qui travaillez pour Télérama, Madame Vilanova. Ouais. Télérama a été secoué par des affaires relatives à des VHSS, des violences de harcèlement ou de sexistes ou sexuels. Qu'est-ce que ça dit de la rédaction aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vigilance particulière? Deuxième question, sur les gender editors qui commencent à un peu se mettre en place, est-ce que vous pensez que c'est utile? Et enfin, pour les personnes dont vous avez eu des témoignages, pour lesquels vous avez eu des témoignages ou pour lesquels vous avez su qu'elles avaient été victimes de comportements en dehors de la loi, est-ce que les syndicats ont été un appui? Est-ce que les CHSCT ont été un appui? Est-ce que le fonctionnement normal d'un collectif de travail a fonctionné pour ces personnes? Moi, je suis pigiste, donc c'est compliqué de vous répondre, d'autant que, alors, je suis pas dans les rédactions. Donc, je travaille à Radio France en revanche à mi-temps. Je suis à France Inter et à Move, mais pour Télérama, moi, j'ai fait mes stages au moment de MeToo et on m'avait dit de pas approcher tel rédacteur, voilà, en fait. On m'avait dit, voilà, il va te proposer d'aller au ciné, il faudra que tu dises non. Donc, c'est juste ça, enfin, même si c'est énorme, mais ça touche dans toutes les rédactions où j'ai travaillé, parce que là, on parle de la presse nationale, il faut aussi parler de la presse quotidienne, régionale. J'ai été à Sud-Ouest, c'était pareil, il y avait quelqu'un, il fallait pas aller dans son bureau toute seule quand on était une jeune femme, et c'était complètement normalisé. Maintenant, c'est vrai qu'à Radio France en particulier, Laure en parlait, je sens que c'est beaucoup plus surveillé, moins normalisé, mais à nouveau, moi je suis en CDDU, donc je suis intermittente, en dénonçant, en parlant du comportement inapproprié d'un collègue qui lui est CDIsé, je prends le risque de ne pas avoir mon contrat renouvelé. Donc non, il y a toujours cette précarité favorise quand même cette omerta, il faut complètement le rappeler, même s'il y a des bonnes évolutions. Et pour Télérama, c'est vrai que moi j'avais un peu écumé les rédactions pour mes stages comme les Inrock, etc. Oui, il y avait des profils à éviter. Maintenant, je suis sincèrement persuadée que les audits qu'il y a eu ont aidé et que maintenant les jeunes femmes qui font leur stage se sentent, en tout cas j'espère et je le constate, plus en sécurité. Les gender editors, ça... non? Je sais pas. Vraie question? Non? Bon, d'accord, ok. Très bien. Tu voulais poser une question?
Non, enfin, j'ai entendu Madame Baquet sur les éventuelles pistes. Je voulais savoir si soit Madame Laura Adler, soit Madame Constance Villanova, vous aviez des préconisations que vous pourriez nous faire, qui pourraient être utiles et qu'on pourrait, comment dire, approfondir dans notre réflexion. Décidément, oui. Déjà, je pense qu'en télé-réalité, donc, les émissions de télé-réalité sont des émissions très peu chères à produire parce que ce ne sont pas des comédiens, le décor ne change pas, donc c'est quand même un sacré jackpot pour les boîtes de production de produire ce genre d'émission. Et tout va très vite parce qu'il faut produire de plus en plus vite. Donc les castings se font très rapidement et les profils des candidats ne sont pas vraiment vérifiés. Donc la moindre des choses déjà, c'est de vérifier le casier judiciaire. C'est pas souvent fait. Et surtout enfin c'est demandé, mais c'est quand même très très flou à chaque fois. Et surtout, il faut, selon moi, qu'un entretien enfin ce que fait Endemol, hein, un entretien avec un psychiatre, un psychologue et un médecin soit obligatoire et que ces instances soient indépendantes de la boîte de production et que ces entretiens ne durent pas 10 minutes parce qu'on est face à des jeunes gens qui veulent à tout prix faire de la télé, donc c'est aussi facile en 10 minutes de se dire prêt et pas vulnérable. L'autre chose, il y a des jeunes expertes en ce moment qui militent pour qu'il y ait des coordinateurs et coordinatrices d'intimité sur ces tournages. Donc c'est ce qu'on voit particulièrement à Hollywood, qui se fait un peu en France. Il y a eu pas mal de sujets. Parce que regrouper une quinzaine de personnes de 20-30 ans dans une maison avec un peu d'alcool, ça peut donner lieu, et ça donne lieu à des baisers ou plus. Donc il y a des jeunes femmes qui sont en train d'être formées, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait imposer. Et puis je pense sincèrement qu'il faudrait faire une audit de ces boîtes de production, du grand producteur jusqu'au cadreur, jusqu'au caméraman, parce qu'il y a énormément de rumeurs, de choses qui se savent. Les gens qui filment, les gens qui montent ces émissions n'osent pas parler parce que tout le monde se connaît. Moi, quand j'ai voulu leur parler, je les avais ajoutés sur LinkedIn et ils ont refusé parce qu'ils avaient peur que leur boîte de prod voit qu'ils étaient amis avec une journaliste sur LinkedIn. Donc on en est à ce niveau de paranoïa. Je pense sincèrement qu'il faut essayer de parler à tous ces gens et de faire une audit. Et enfin, il y a des concepts qui sont complètement surannés et qu'il faut absolument arrêter, comme les émissions de dating qui vont favoriser la rivalité féminine, où des jeunes hommes se voient présenter un harem de jeunes filles. Enfin, il faut que ça s'arrête, ça, par contre. Voilà. Bien, merci beaucoup pour vos témoignages. Il y a peut-être une chose qu'on n'aurait pas abordée, que vous souhaitiez aborder dans cette commission ? Non, moi, je voudrais redire que c'est l'éducation qui me paraît absolument le fondement pour un autre rapport entre les sexes, et ce, dès le plus jeune âge. Merci, ce sera entendu et nous transmettrons donc à la ministre de l'Éducation nationale pour que les cours d'éducation sexuelle puissent être mis en place. Merci beaucoup à vous trois, merci pour votre travail, merci pour votre temps et nous vous tiendrons informés des suites de cette commission.